Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur C8 pour ce nouveau numéro de votre émission de lecture nocturne, Voyage au bout de la nuit, qui commence tout de suite en vous donnant la parole. Puisque vous le savez, vous pouvez vous exprimer dans cette émission, notamment grâce aux réseaux sociaux avec le hashtag VBN, mais aussi, pour ceux qui le souhaitent, par courrier postal en écrivant au 1 rue Les Enfants du Paradis 92 100 Boulogne-Billancourt. Vous mettez tout cela à l'attention de la chaîne C8, émission Voyage au bout de la nuit, les questions-réponses de Lionel, et ça me parviendra. Et ce soir, c'est Amandine qui nous a écrit, Amandine, pour nous faire une suggestion de lecture avec le hashtag VBN, et elle nous suggère d'aller lire Le Voyage de Kirikoustra. Voilà. Donc moi j'ai répondu à Amandine que j'avais jamais lu Le Voyage de Kirikoustra. J'imagine que vous non plus, pourquoi pas, enfin peut-être que si, certains d'entre vous, je ne sais pas, en tout cas vous nous le dites, hashtag VBN, j'ai envie de savoir si vous l'avez lu. C'est en tout cas la suggestion de lecture d'Amandine, donc si vous avez aimé, vous n'hésitez pas, vous allez regarder, et puis si vous voulez, avec le hashtag VBN et avec le titre, vous pouvez retrouver Amandine. Elle a un blog littéraire sur lequel elle a notamment écrit un petit article sur ce roman, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et puis nous, dans l'émission, eh bien, si vous êtes très nombreux à vous manifester en faveur de ce roman, eh bien, on fera tout ce qu'il faut pour vous le lire ici à l'antenne et pour vous embarquer en plein cœur de ce roman que j'avoue ne pas connaître, mais que je vais aller découvrir de ce pas. Merci pour cette suggestion de lecture, chère Amandine. La rubrique des questions-réponses de Lionel est maintenant terminée. On va pouvoir se replonger dans la lecture du roman de Jack London intitulé L'appel de la forêt. Reprenons là où nous nous sommes interrompus lors de la précédente émission. Je vous souhaite une très très belle écoute de cette lecture. Restez avec moi, on est ensemble jusqu'au bout de la nuit. Cependant, son amour pour Thornton semblait croître de jour en jour. Seul, parmi tous les hommes, il pouvait mettre un paquet sur le dos de Buck pendant le trajet estival. Rien n'était assez difficile à réaliser pour lui quand Thornton l'ordonnait. Un jour, il avait perçu les avances de la recette du train de bois et quitté Dawson pour les sources de la Tanana. Les hommes et les chiens étaient assis sur la crête d'une falaise qui tombait droit sur un à-pic de rochers, 300 pieds plus bas. John Thornton se tenait près du bord, avec Buck près de son épaule. Une lubie s'empara de lui et il attira l'attention de Hans et de Pete sur l'expérience qu'il avait à l'esprit. « Saute, Buck !» ordonna-t-il en étendant le bras au-dessus de l'abîme. L'instant d'après, il tentait d'agripper Buck à l'extrême bord du gouffre, tandis que Hans et Pete les hissaient en arrière pour les ramener sains et saufs. « C'est ahurissant !» dit Pete, quand ce fut terminé et qu'ils eussent retrouvé l'usage de la parole. Thornton fit non d'un signe de tête. « C'est splendide, plutôt, et terrible aussi. Tu sais, parfois ça me fait peur. » « J'ai pas envie d'être l'homme qui t'attaquerait pendant qu'il serait dans le coin, » annonça Pete pour conclure, hochant la tête en direction de Buck. « Crénom, » confirma Hans, « ni moi non plus. » C'est à Circle City, avant la fin de l'année, que les appréhensions de Pete se confirmèrent. Un individu méchant et de mauvais caractère, Burton, surnommé Black, cherchait querelle au bar à un nouveau venu. Thornton, poussé par son bon naturel, s'interposa. Buck, comme à son habitude, était étendu dans un coin, la tête sur les pattes, à observer chaque mouvement de son maître. Burton frappa sans avertir, d'un direct à l'épaule. Thornton faillit rouler à terre et n'évita la chute qu'en agrippant la barre du comptoir. Ceux qui regardaient la scène entendirent ce qui n'était ni un aboiement ni un jappement, mais quelque chose qu'il vaudrait mieux décrire comme un rugissement. Et ils virent le corps de Buck s'élever en l'air comme s'il quittait le plancher pour atteindre la gorge de Burton. L'homme eut la vie sauve en étendant le bras d'un geste instinctif, mais il fut précipité à terre avec Buck au-dessus de lui. Le chien relâcha l'étreinte de ses dents sur la peau du bras et chercha à nouveau la gorge. Cette fois, l'homme ne réussit à se protéger qu'en partie et il eut la gorge déchirée et ouverte. Alors, la foule se retourna contre Buck et le chassa. Pendant qu'un médecin enrayait l'hémorragie, il rôdait tout autour, avec des grognements furieux, comme pour tenter un nouvel assaut. Mais une haie impressionnante de gourdins hostiles le contraignit à reculer. Une espèce de tribunal de mineurs, convoqué sur place, décida que le chien avait bel et bien été provoqué et disculpa Buck. Mais sa réputation fut établie, et à dater de ce jour, son nom se répandit dans tous les camps de l'Alaska.
Plus tard, à l'automne de la même année, il sauva la vie de John Thornton d'une toute autre manière. Les 3 associés guidaient un bateau long et étroit dans une mauvaise zone de rapide de la rivière 40 Mile. Hans et Pete se déplaçaient le long de la rive et le freinaient d'arbre en arbre avec une fine corde d'abaca. Pendant ce temps, l'abaca, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est une fibre textile, hein, c'est tiré des feuilles du bananier. Donc voilà, on retrouve essentiellement, normalement, hein, l'abaca utilisé dans des produits qui sont faits là où poussent les bananes. Hein, voilà. Fine corde d'abaca. Pendant ce temps, Thornton restait sur l'embarcation qui l'aidait à descendre au moyen d'une perche tout en criant ses instructions à ses camarades restés sur la rive. Buck, inquiet et plein d'angoisse, demeurait à hauteur du bateau et ne quittait jamais son maître des yeux. À un endroit particulièrement difficile où des rochers à peine émergés faisaient saillie dans la rivière, Hans lâcha la corde et, pendant que Thornton, avec la perche, lançait le bateau dans le courant, il descendit le long de la rive avec l'extrémité à la main, pour le freiner, quand il aurait franchi ces rocs saillants. L'embarcation passa l'obstacle et elle était emportée dans un courant aussi rapide que celui d'un moulin lorsque Hans l'arrêta avec la corde. Mais de façon trop brusque, elle se retourna et vint s'échouer près de la rive, quille en l'air, tandis que Thornton, brutalement éjecté, était emporté en aval vers le plus mauvais secteur des rapides, une partie sauvage du cours d'eau où aucun nageur ne pouvait sortir vivant. À l'instant, Buck s'était jeté à l'eau et au bout de 300 yards, au milieu d'un tourbillon furieux, il rattrapa Thornton. Quand le chien sentit qu'il lui saisit la queue, il se dirigea vers la rive en déployant pour nager toute sa splendide puissance. Mais la progression vers le rivage était lente et le courant vers l'aval incroyablement rapide. De plus bas parvenait le mugissement fatal, là où le torrent sauvage le devenait encore plus, et se déchirait en lambeaux d'écume à cause des rochers qui barraient le passage comme les dents d'un énorme peigne. La force d'aspiration de l'eau, au début de la dernière chute, était effroyable, et Thornton savait qu'il n'arriverait pas à joindre le rivage. Il s'agrippa comme un fou à un rocher, se meurtrit contre un deuxième et vint s'écraser contre un troisième avec violence. Il en étreignit le sommet glissant avec les 2 mains, libéra Buck et cria plus fort que le rugissement de l'eau bouillonnante. « Va-t'en, Buck, va-t'en !» Buck ne put tenir bon et fut entraîné vers l'aval. Il luttait désespérément, impuissant à remonter le courant. Quand il entendit l'ordre répété de Thornton, il se dressa un peu hors de l'eau, lança sa tête en l'air comme pour le regarder une dernière fois, puis obéit et se retourna vers la rive. Il nageait puissamment et fut tiré sur le bord par Pete et Hans à l'endroit même où il devenait impossible de nager et où l'attendait une mort certaine. Il savait que le temps pendant lequel un homme pouvait se cramponner à un rocher glissant contre un courant aussi fort se comptait en minutes. Et ils remontaient la rive, à toutes jambes, aussi vite qu'ils purent, jusqu'à un point situé très en amont de celui où Thornton restait accroché. Ils attachèrent la corde qui leur avait servi à freiner le bateau, au cou et aux épaules de Buck, en prenant bien soin qu'elle ne l'étranglât pas et ne l'empêcha pas de nager, et ils le lancèrent dans l'eau. Il se mit à nager avec intrépidité, dans le courant, mais pas suffisamment droit. Il découvrit trop tard son erreur quand Thornton se trouva sur la même ligne, mais juste à une demi-douzaine de brasses plus haut. Et il fut emporté, plus loin, sans pouvoir rien faire. Hans hala rapidement Buck avec la corde, comme s'il avait été un bateau. Elle se resserra ainsi sur lui, dans une courbe de la rivière, et il fut tiré brusquement, au-dessus du niveau de l'eau. Il y resta jusqu'à ce que son corps vînt frapper la rive et qu'on le hissât. Il était à moitié noyé et Hans et Pete se précipitèrent pour expulser l'eau de ses poumons et leur redonner du souffle. Il tituba sur ses pattes et tomba. Alors le son affaibli de la voix de Thornton parvint jusqu'à eux. Ils ne pouvaient en distinguer les mots, mais ils savaient qu'il était à la dernière extrémité. La voix de son maître agit sur Buck tel un choc électrique. Il bondit sur ses pattes et remonta devant les hommes, le long de la rive, jusqu'à son précédent point de départ. On attacha de nouveau la corde et on le relança. De nouveau, il se jeta à l'eau, mais cette fois bien droit, dans le courant,
Il avait mal calculé le premier coup, mais il ne se rendrait pas coupable une seconde fois de la même erreur. Hans laissa filer la corde, n'autorisant aucun mou, pendant que Pete empêchait les nœuds. Buck maintint le cap jusqu'au moment où il se trouva juste en amont de son maître. Puis il se tourna et se dirigea droit vers lui à la vitesse d'un train express. Thornton le vit arriver et comme Buck le percutait tel un bélier qui charge avec toute la force du courant derrière lui, il leva les bras et les referma tous deux autour du cou à longs poils. Hans fixa la corde autour de l'arbre et Buck et Thornton furent brusquement tirés sous l'eau. Ils étouffaient, suffoquaient, tournaient l'un sur l'autre, heurtaient le fond, rugueux, butaient contre les rochers et les aspérités, mais ils filèrent jusqu'à la rive. Quand Thornton reprit connaissance, il était sur le ventre. Hans et Pete le roulaient vigoureusement sur un rondin avec un mouvement de va-et-vient. Son premier regard fut pour Buck. Sur son corps mou et apparemment sans vie, Nig s'était mis à hurler tandis que Spik léchait sa tête humide et ses yeux fermés. Thornton lui-même était plein de bleu et de coups, et une fois ranimé, il se pencha prudemment sur le corps de Buck. Il lui trouva 3 côtes cassées. « Ça règle la question, annonça-t-il. Nous campons juste ici. » Et ils établirent un camp, le temps pour Buck de ressouder ses côtes et d'être de nouveau capable de se déplacer. Cet hiver-là, à Dawson, Buck accomplit un autre exploit, peut-être pas aussi héroïque, mais qui en Alaska fit grimper son nom de plusieurs crans sur le mât du totem de la célébrité. Cet exploit fut particulièrement gratifiant pour les 3 hommes, car il leur fournit l'équipement dont ils avaient besoin et il leur permit d'apprendre un voyage qu'ils souhaitaient faire depuis longtemps dans les terres vierges de l'Est, où aucun mineur n'était encore apparu. Ce qui le provoqua, ce fut une conversation dans le salon Eldorado, où les hommes rivalisaient de fanfaronnades à propos de leur chien favori. Buck, à cause de son record, était la cible de ces hommes et Thornton était amené à le défendre avec acharnement. Au bout d'une demi-heure, l'un d'eux déclara que son chien pourrait faire démarrer un traîneau chargé de 500 livres et le tirer facilement. Un deuxième assura pour se vanter que le sien pouvait le faire avec 600. Un troisième avec 700. « Peu !» fit John Thornton. « Buck peut faire démarrer 1000 livres. » « Et les décoller et les tirer sur 100 yards ?» demanda Mathewson, un roi des filons de Bonanza, l'homme qui s'était vanté pour 700. « Et les décoller et les tirer sur 100 yards, fit calmement Thornton. « Bon, déclara Mathewson d'un ton lent et décidé, si bien que tout le monde put entendre, je parie $1000 qu'il n'en est pas capable, et les voici. » Alors il déposa bruyamment sur le comptoir un sac de poudre d'or qui faisait comme une saucisse. Personne ne parlait. Le bluff de Thornton, si bluff il y avait été pris au mot. Il sentit une bouffée de sang chaud lui monter au visage. Sa langue l'avait trahi. Il ne savait pas si Buck pourrait faire démarrer 1000 livres. Une demi-tonne! L'énormité du poids l'épouvantait. Il avait une grande confiance dans la force de Buck et l'avait souvent cru capable de tirer un tel poids, mais jamais comme à présent. Il n'avait été confronté à cette possibilité avec les yeux d'une douzaine d'hommes fixés sur lui dans une attente silencieuse. En outre, il ne disposait pas de $1000. Hans et Pete non plus. « J'ai un traîneau là-dehors, avec 20 sacs de farine de 50 livres, poursuivit Mathewson, sur un ton direct et brutal. « Alors, faut surtout pas te gêner ?» Thornton ne répondit pas. Il ne savait quoi dire. Il parcourut les visages d'un coup d'œil avec l'air absent d'un homme qui a perdu le pouvoir de penser et qui cherche à remettre son cerveau en marche. Le visage de Jim O'Brien, un roi des mines de Mastodon, qui était aussi un vieux camarade, rencontra son regard. Ce fut pour lui un signal qui semblait l'inciter à faire ce dont il n'aurait jamais rêvé. « Peux-tu me prêter $1000 » demanda-t-il presque dans un murmure. « Sûr » répondit O'Brien. Et il jeta brutalement un sac bien plein à côté de celui de Mathewson. Et pourtant, John, je ne crois pas vraiment que la bête puisse réussir. L'Eldorado se vida de ses occupants qui voulaient assister à l'épreuve dans la rue. On abandonna les tables,
Les marchands et les gardes-chasse s'avancèrent pour voir le résultat du pari et établir la cote. Plusieurs centaines d'hommes, pourtant portant fourrure et mitaine, misèrent tout près du traîneau. Ce traîneau de Matthewson chargé de 1000 livres de farine était resté là 2 heures. Et par ce froid intense, 60 au-dessous de zéro, les patins avaient rapidement gelé sur la neige durcie et tassée. Les hommes parièrent à 2 contre 1 que Buck ne pourrait le faire bouger. Une chicane s'éleva à propos de l'expression décoller. O'Brien soutenait que Thornton avait le droit de donner des coups aux patins pour les dégager en laissant Buck décoller le traîneau à l'arrêt. Mais Matthewson insistait. L'expression incluait le dégagement des patins de leur étau de neige glacée. Une majorité des hommes qui avaient été témoins du pari décidèrent en sa faveur, sur quoi la cote grimpa à 3 contre 1 contre Buck. On ne trouvait pas preneur. Personne ne le croyait capable de cette prouesse. Thornton avait été poussé au pari à la hâte, l'esprit plein de doute, maintenant qu'il voyait le traîneau lui-même dans sa réalité concrète, avec par-devant l'attelage régulier de 10 chiens pelotonnés dans la neige. La tâche lui paraissait d'autant plus impossible. Matthewson, lui, était de plus en plus radieux. « 3 contre 1, proclama-t-il. « Je vais t'en parier 600 de plus, qu'en dis-tu, Thornton ?» Le doute de Thornton se lisait clairement sur son visage. Mais on avait provoqué sa combativité. Cet esprit combatif qui s'élevait au-dessus des côtes refuse de reconnaître l'impossible et se montre sourd à tout, sauf aux clameurs du combat. Il appela Hans et Pete auprès de lui. Leur bourse était mince et avec la sienne, les 3 partenaires purent seulement racler $200. Et étant donné que leur fortune était au plus bas, cette somme constituait la totalité de leur capital. Pourtant, ils la parièrent sans hésiter contre les 600 de Matthewson. On détacha l'équipe des 10 chiens et Buck, avec son propre harnais, fut attelé au traîneau. L'excitation contagieuse l'avait gagné et il sentait qu'il devait, d'une certaine manière, accomplir un grand exploit. Pour John Thornton, il était en parfaite forme, sans une once de chair superflue, et les 150 livres de son poids étaient autant de livres de courage et de virilité. Sa fourrure brillait du reflet lustré de la soie au bas de l'encolure et en travers des épaules. Sa crinière au repos se hérissait à demi et paraissait s'élever à chaque mouvement, comme si l'excès de sa vigueur rendait chacun de ses poils vivants et actifs. La vaste poitrine, les puissantes pattes avant était parfaitement proportionnée au reste du corps. La fermeté des muscles de Bombay apparaissait sous la peau. Les hommes tâtèrent ces muscles, déclarèrent qu'ils étaient durs comme fer et la cote redescendit à 2 contre 1. « Bon Dieu, monsieur, bon Dieu !» bredouilla un membre de la dernière dynastie, un roi des Skookum, Benches. « J'offre 800 pour lui. Monsieur, avant l'épreuve, 800. Comme il est maintenant. » Thornton refusa d'un signe de tête et fit un pas pour se placer à côté de Buck. « Tu dois t'écarter de lui, » protesta Matthewson. « Libre jeu et beaucoup d'espace. » La foule fit silence. On entendait seulement les voix des parieurs qui offraient vainement du 2 contre 1. Tous les hommes reconnaissaient que Buck était un animal magnifique, mais 20 sacs de farine de 50 livres représentaient à leurs yeux une masse trop importante pour les engager à desserrer les cordons de leur bourse. Thornton s'agenouilla à côté de Buck. Il saisit sa tête dans ses mains et appuya sa joue contre la sienne. Il ne le secoua pas avec espièglerie comme à son habitude, ou ne murmura pas de douces injures d'amour, mais il chuchota à son oreille. « Fais-le parce que tu m'aimes, Buck, par amour pour moi. » Voilà ce qu'il murmura. Est-ce que Buck va être capable de réussir ce pari incroyable et fou fait par Thornton? Est-ce qu'il va soulever ce chariot avec les 1000 livres de farine dessus? Eh bien, c'est ce que l'on saura et c'est ce que l'on apprendra en poursuivant cette lecture, mais ce sera dans un prochain numéro de Voyage au bout de la nuit, car vous l'avez compris, pour l'heure, il est temps de nous quitter. Cette émission est maintenant terminée. Je vous rappelle que vous pouvez la revoir sur le replay www.c8.fr et je vous remercie infiniment, si vous êtes encore avec moi, de l'avoir suivi dans sa totalité. Et puis, pour ceux qui sont arrivés en cours de route, comme je viens de le dire, replay
pour nous, pour poursuivre cette lecture, eh bien, je vous donne rendez-vous très vite sur C8. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite donc.